bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi vraiment un grand plaisir, un grand honneur d'introduire, d'accueillir Aurélien Zinc pour sa présentation sur Jean Ladrière. Alors, Aurélien Zinc fait partie des rattachés au Centre de recherche phénoménologique de l'Université de Liège. Il a un double doctorat. Il est docteur en philosophie de l'Université de Liège et docteur en sciences humaines de l'Université d'Urbino en Italie. C'est quelqu'un qui a produit de très belles recherches sur le concept de Gestalt, en dialogue avec la philosophie allemande. Et il a aussi, et c'est un aspect qui moi m'a aussi très intéressé, développé des recherches sur la philosophie comme démarche thérapeutique. Et si vous avez suivi, Aurélien Zinc est aussi un conférencier apprécié. Il a fait pas mal d'exposés dans le Hainaut. Et Aurélien a reçu plusieurs prix d'excellence en philosophie et sciences humaines. Et je voudrais souligner l'originalité de sa démarche parce qu'il y a relativement peu de chercheurs qui s'aventurent à la découverte de cette philosophie de Jean Ladrière. Et c'est pour plusieurs d'entre nous dans cette salle quelque chose de peut-être de touchant d'avoir un exposé sur un philosophe qui nous a tellement marqué lors de nos études et dans nos recherches. Et donc c'est vraiment avec un grand plaisir que je remercie Aurélien Zinc et je lui cède la parole. Donc merci beaucoup professeur Dominique Lambert donc, pour votre accueil. Et, je remercie aussi le professeur Jean Leclerc qui a parrainé cette conférence. Et puis évidemment je vous remercie également mesdames et messieurs pour votre présence ici. Alors parler de philosophie, bon c'est encore assez commun, mais d'un philosophe belge ça l'est moins. Et ça l'est peut-être encore moins quand ce philosophe, donc, qui est Jean Ladrière, on l'a connu comme collègue, voire comme ami, ou comme professeur, vu que Ladrière a formé de nombreuses générations d'étudiants à Louvain. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect encore peu travaillé de la philosophie de Jean Ladrière, c'est, on pourrait dire comme ça, sa métaphysique, sa philosophie spéculative, parce que la majeure partie de l'œuvre de Jean Ladrière est consacrée plutôt à ce qu'il a appelé l'élaboration d'une herméneutique de la raison, dont on peut résumer l'intention comme la tentative de description des différentes figures de sens, donc en mathématiques, en sciences, qu'elles soient humaines ou sociales, que la raison peut prendre à travers son déploiement historique, un déploiement qui est toujours ouvert. Et c'est pour ce travail d'herméneute, donc d'herméneute des sciences de la nature et des sciences humaines, que Ladrière est particulièrement connu. Toutefois, je ne parlerai qu'incidemment de cette partie de l'œuvre, colossale en réalité, de Ladrière, parce que en réalité, non seulement cette partie est déjà bien connue, mais probablement aussi, pour cette raison, eh bien, cette herméneutique a tendance à occulter ce qui me semble être le cœur de la recherche menée par Jean Ladrière, et qui est peut-être en fait son véritable projet, à savoir sa philosophie spéculative. Et donc, si vous me le permettez, l'objectif de ce cours est d'approcher cette ambition plus secrète, jusqu'à présent peu travaillée dans les études consacrées aux philosophes belges, et qui constitue, à mon avis, le moteur de sa pensée. Alors, l'hypothèse que je propose est double. D'une part, je considère que l'herméneutique de la raison développée par Ladrière désigne le terminus aquo de son entreprise spéculative. Elle en est à la fois le fondement et la justification. Et c'est sur cette base herméneutique, dont il est parfois difficile à distinguer, que vient se greffer son discours spéculatif. Et donc la montée en puissance spéculative n'est pas pensable sans son ancrage herméneutique. La vocation de la pensée spéculative, telle que Ladrière la conçoit, n'est pas de fournir une sorte de point de vue de Sirius sur les productions de la raison. Le spéculatif désigne au contraire la reprise, ou mieux, comme il le dit lui-même, l'assomption progressive de la dynamique profonde qui sous-tend et constitue la diversité des productions de la raison. C'est pourquoi Ladrière peut définir sa pensée spéculative comme une entreprise en même temps archéologique et énologique. Et donc,
Ici, il s'agira d'enquêter sur les échos, les traces et les vestiges dispersés à travers la polyphonie des discours, scientifiques en particulier, dans le but de mettre au jour l'unité de la puissance rationnelle. Et donc, sous les dehors d'une philosophie linguistique, comme Ladrière appelle d'ailleurs lui-même sa philosophie, une philosophie tout entière consacrée à l'étude minutieuse de la nature des limites et de l'articulation des expressions discursives de la raison, eh bien, derrière cette philosophie linguistique, l'ambition ultime de Ladrière est celle-là, je cite, « Comment découvrir la vie du sens participe elle-même d'un projet qui la dépasse et qui, cependant, ne se manifeste pas ailleurs qu'à l'intérieur même de cette vie. » Alors la tâche d'une herméneutique de la raison, Ladrière la qualifie parfois de descriptive, dans le but de la distinguer du projet spéculatif dont elle constitue la porte d'entrée. Cette herméneutique de la raison doit s'entendre au double sens du génitif. Au sens objectif, elle indique le travail de déchiffrement des productions de sens à travers lesquelles la raison se manifeste, si en effet elle se manifeste. Au sens subjectif, elle fait droit, cette herméneutique, à l'exigence provenant de la raison elle-même de faire retour sur ses propres productions pour en manifester l'unité. L'herméneutique est ainsi envisagée par Ladrière comme une tentative de compréhension de la raison par elle-même. Les productions discursives ne circonscrivent pas la totalité des besoins de la raison, elle a encore besoin de se comprendre elle-même. Il y a, écrit Ladrière, comme une requête intérieure à la raison qui semble la pousser, au-delà de son accomplissement multiforme, vers une sorte de dépassement de ses propres productions, dans le but de comprendre son identité profonde. Ce dépassement est donc un retour. Toutefois, cette requête, pour Ladrière, ne semble pas pouvoir être réalisée pleinement. La raison a beau se chercher elle-même à travers ses produits, c'est sans jamais pouvoir vraiment se saisir. C'est là un principe de base dans la philosophie de Ladrière. La raison, je le cite, se découvre elle-même dans les pratiques qu'elle instaure, elle vient vers elle-même à travers ses propres effectuations. Fin de citation. Cependant, le chemin entre elle et elle-même ne peut être emprunté jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que la raison peut se reconnaître dans ses œuvres, et dans ses œuvres seulement, que cette reconnaissance est totale. Malgré sa puissance de constitution, la raison exprime sa faiblesse dans l'éternel devenir de ses propres effectuations. De ce point de vue, la tâche de l'herméneutique constitue une réponse à cette requête de connaissance de soi, sans qu'elle puisse pour autant être comblée. Alors faut-il voir comme un échec la pluralité des figures de la raison? L'idéal ne serait-il pas celui du système unique, parvenu à la plénitude de son autocompréhension? Contre toute attente, parce qu'en rupture avec la tradition philosophique, Ladrière envisage cette pluralité comme la vérité même du projet de la raison. Ce projet ne peut devenir effectif qu'à la condition de cette plurification, un terme qu'il invente à mon avis. Cette pluralité des formes, bien qu'elle puisse dérouter, constitue la condition indépassable d'une instauration effective de la raison. Ce qui apparaît d'abord comme un revers est en fait une opportunité. C'est grâce à la multiplication des médiations qu'elle pose entre elle et elle-même que la raison peut prétendre avoir accès à elle-même. Et pour le dire en registre biblique, la malédiction de Babel est en réalité une bénédiction. La métaphore du cheminement, qui revient souvent sous la plume de Ladrière, est la mieux à même de représenter ce processus de manifestation de la raison et de l'incessant échappement à elle-même. Cette métaphore permet de penser l'absence d'une raison en soi, comme modèle intemporel de ses propres œuvres, au profit d'une entreprise d'émergence du sens, requérant sans cesse notre participation active et créative. Une autre métaphore affleure encore sous la plume de Ladrière. Je cite ici, « La raison se construit, affirme Ladrière, en un sens si radical que l'on pourrait dire qu'elle est sa construction même. La raison n'est donc pas de l'ordre du directement disponible, comme un lieu auquel il nous serait loisible de retourner. Il faut prendre au sérieux cette métaphore de la construction. Peut-être plus encore que celle du cheminement, elle exprime de façon claire cette idée que
la raison n'est pas toute faite, mais n'est que le processus de son propre avènement. Si ce qu'elle est a toujours déjà à se construire, alors aucune étape n'en révèle l'identité, en tout cas de façon définitive. On comprend mieux dès lors pourquoi La Drieère considère son herméneutique de la raison comme une opération descriptive. La tâche de la description répond à l'exigence de la raison de clarification de sa propre identité. Mais justement parce qu'elle est descriptive, la réponse offerte par l'herméneutique sauvegarde le dynamisme constitutif de la raison. L'herméneutique laisse la raison être en excédant sur ses propres créations, sans leur assigner un sens qu'elle aurait exhumé dans l'une de ses productions historiques antérieures. La description accompagne le mouvement d'émergence du sens sans le contraindre ou l'assigner à telle ou telle figure. Par conséquent, c'est en acceptant que la raison soit une réalité libre que l'herméneutique descriptive de La Drieère peut se radicaliser. Elle va à la racine. Elle épouse désormais le mouvement, le dynamisme créateur si particulier de la raison. Et donc, avec La Drieère, la raison ne s'explique plus, pour nous en tout cas, comme un modèle dont l'histoire serait comme le lieu de l'automanifestation. Il y a aussi, chez le penseur belge, pour reprendre une expression de Paul Feyerabend, un adieu à la raison, en tout cas à la raison classique. Vous pensez à Hegel, par exemple. L'idée de rationalité ne renvoie à aucune structure qui attendrait sa réalisation effective. Si la raison devient visible à travers les produits qu'elle engendre, et seulement à travers ces produits, cette visibilité relève plutôt de la trace ou du vestige, c'est-à-dire la marque d'un passage certain, plutôt que d'une présence massive d'elle-même. La référence faite par La Drieère à l'enquête, policière ou archéologique, signale qu'il faut continuer à suivre le mouvement de la raison à travers ses productions. L'herméneute de la raison n'est donc pas d'abord un interprète, c'est avant tout un chercheur, un enquêteur. Le projet d'une herméneutique radicale de la raison entérine ainsi ce que La Drieère appelle la fragmentation du logos. Je cite ici La Drieère. À l'idée d'une raison universelle, essentiellement une, réalisant son unification dans le temps, se substitue l'idée d'une raison en voie de diversification, faite de strates, de dimensions multiples, découvrant non par une réflexion a priori, mais par les pratiques en lesquelles elle se manifeste, son extrême complexité et l'irréductibilité mutuelle de ses composantes. À l'idée d'un savoir assuré de lui-même, s'organisant sous l'égide d'un concept de vérité qui autoriserait en principe une approche progressive de la validité absolue, se substitue l'idée d'un savoir toujours incertain de ses propres fondements, un savoir se reconnaissant vulnérable, exposé à tout instant à la falsification, associé à un concept de vérité qui se formule en termes d'approximation, de connaissance probable, et ne se traduit elle-même que par des critères dont la portée est reconnue comme essentiellement relative. Fin de citation. Vous voyez le niveau de La Drieère, le niveau de langage de La Drieère. À la fois très, très subtil et très, très complexe. Alors cette vulnérabilité de la raison n'est pas ici le signe du défaitisme. L'abandon d'un modèle univoque de la rationalité n'est en fait pas un geste étranger à la raison elle-même. Au contraire, un tel geste est guidé par la raison. Il s'agit là d'une conséquence de l'effort herméneutique dont elle exige l'application à elle-même. C'est alors une autre aventure qui se raconte, non plus désormais une histoire en mode majeur, comme processus d'unification, avènement progressif de la raison intégrale, mais on assiste plutôt à une histoire en mode mineur, c'est-à-dire composée, je cite ici à nouveau La Drieère, d'une historicité fragmentée, faite de fibres multiples, scandée par des discontinuités, des cassures, traversée par le tragique, irréductible à des schémas totalisants. Fin de citation. La vulnérabilité est donc le signe de la richesse de son déploiement. Toutefois, on peut s'interroger à quel endroit veut nous emmener La Drieère, veut nous porter La Drieère avec ce projet d'une herméneutique qui semble inachevable. Cette reconnaissance de la pluralité des régimes discursifs
Ladrière la pense comme le signe d'autre chose. Il s'agit là, selon lui, d'une indication au sujet de la situation générale de la raison humaine. Le pluralisme rationnel témoigne d'une autre question, elle aussi ouverte au déchiffrement. L'herméneutique de la raison ne débouche pas sur une compréhension totalisante et pleinement explicite de celle-ci. Même dans cet effort de compréhension d'elle-même, la raison, comme y insiste Ladrière, ne se donne pas comme une objectivité déjà constituée. On aurait pu imaginer que la raison puisse parvenir à sa propre totalisation dans le discours herméneutique, mais ce n'est pas du tout le cas. On aurait pu imaginer que l'herméneutique soit comme une sorte de puzzle qui reconstruirait comme ça la raison à partir des morceaux épars qu'elle trouverait dans un ensemble de discours. Or, dans la clarification de la portée, des limites et de l'articulation des différents registres discursifs produits par la raison, il y a encore une énigme. Le déchiffrement des processus rationnels renvoie en fait à un travail de déchiffrement plus profond, portant sur le sens, mais qui semble ne jamais pouvoir se manifester en plénitude. C'est le travail donc de la pensée spéculative que de parvenir à la détermination de ce sens, ou de cette direction. Elle tente, cette pensée spéculative, d'aller au-delà des productions de la raison, précisément pour en saisir l'unité, le mouvement propre. Alors, pour comprendre cette relance du travail herméneutique, je me propose de l'exprimer en prenant l'image d'un bâtiment. En effet, la relation du descriptif au spéculatif est de l'ordre d'une sorte de construction par étagement. Alors, ce n'est pas le premier étage. Au premier étage, on aurait les pratiques discursives, les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales, car la science, affirme Ladrière, est la raison en acte. Au deuxième niveau, on aurait la logique et l'épistémologie, qui s'occupent de la normativité spécifique des sciences. C'est un modèle en fait qu'on retrouve déjà chez Husserl, par exemple dans les recherches logiques, notamment dans les prolégomènes en fait. Alors au troisième niveau, au troisième étage, il y aurait l'herméneutique de la raison, donc qui tente de mettre en lumière les activités productrices de sens et la façon dont elles s'articulent. Et ce travail, on l'a de façon majeure dans l'articulation du sens, donc dans les 3 volumes d'articulation du sens, un ensemble d'articles de Ladrière, parus entre 1984 et 2004 aux éditions du CERF, dans la collection Cogitatio Fidei. Mais il y aurait, et c'est là que je veux en venir, une sorte de 4e étage qui serait précisément la philosophie spéculative, et cet étage donc, qui prendrait appui sur les données fournies par l'herméneutique. Et puis enfin, mais ça je n'en parlerai pas aujourd'hui, il y aurait ce qu'on pourrait appeler l'étage de la théologie, le dernier étage, voilà, je ne parlerai pas de son articulation aujourd'hui avec le registre de la métaphysique ou de la pensée spéculative de Ladrière, mais il semble évidemment qu'il y ait des accointances. En tout cas, la théologie pour Ladrière n'est pas pensable, en tout cas dans son système, si on veut, sans les données de sa philosophie spéculative. Alors, comment rendre compte du passage entre le descriptif et le spéculatif ? Pour Ladrière, il n'est pas possible de retrouver la démarche intérieure de la raison ailleurs que dans des objectivations attestées et intersubjectivement repérables. Le repérage des traces ne peut s'effectuer en dehors d'opérations concrètes, en dehors d'expressions concrètes. Le spéculatif n'est pas creuse spéculation. La réflexion sur les produits de la raison n'a donc rien d'une méditation secrète ou d'une expérience de l'ineffable. Elle se réalise dans l'analyse du langage. C'est dans la matérialité des énoncés que le sens, toujours fouillant, peut se manifester. Il y a pour Ladrière une sorte de prééminence du langage, non seulement du point de vue épistémologique, car il offre une réalité objectivable pour appréhender la vie signifiante, mais également du point de vue existentiel, car l'expression d'un sens se réalise dans le processus d'articulation et d'extériorisation offert par le langage. Sans proposition, pas de sens. Alors Ladrière ne va pas enquêter derrière les actes de langage, comme s'il s'agissait de reconstituer, comme il le dit, des actes cachés, se trouvant dans l'ombre des formes discursives. Il s'agit plutôt de mettre en lumière, au seul niveau des modes de fonctionnement du discours, la structuration de la vie signifiante.
Et donc ce descriptivisme de Ladrière est donc aussi une sorte de phénoménisme linguistique. On ne va pas derrière les discours, on les analyse. Or, s'il n'y a pas, comme le dit Ladrière, de sens indépendant du langage, et pas non plus de point de vue de surplomb sur les productions de la raison, comment une attitude spéculative est-elle possible? Pour Ladrière, l'intelligence spéculative est également soumise au régime de la discursivité. Elle est un discours qui appartient lui aussi au domaine de la rationalité. On pourrait dire qu'elle tente d'exprimer l'intelligible qui se manifeste dans le travail de la raison. Toutefois, le discours spéculatif n'est pas simplement à côté des autres discours, ou au-dessus des autres discours, à côté des autres discours, car sa fonction consiste à faire voir, à travers le domaine de la rationalité, une sorte de forme supérieure de la raison. On voit ici que l'on hésite entre la métaphore. Il y a à la fois la métaphore de la construction, de l'étagement, mais à la fois, on est dans une sorte de schéma horizontal chez Ladrière, parce qu'il n'y a pas de prééminence d'un discours sur l'autre. Donc ici, on joue à la fois dans les deux dimensions, du vertical et de l'horizontal. Le discours spéculatif s'attache à la portée de l'acte producteur de sens plutôt qu'à ses produits. Il tente de dégager une structure signifiante dans la diversité des figures de la raison. Je cite à nouveau Ladrière. S'il y a une pluralité de discours, la philosophie, c'est-à-dire la pensée spéculative, n'a sans doute pas de privilège, mais seulement une tâche qui lui est propre. Elle doit être ce discours dans le milieu duquel l'être problématique de la vérité peut se montrer et à partir duquel l'entreprise de compréhension peut commencer à se comprendre elle-même comme tâche d'ailleurs infinie, précise-t-il. Mais un tel discours est-il possible et quels en seraient les objets? Pour Ladrière, le langage est discursivité, et à ce titre le lieu privilégié de la manifestation du sens. Or, il semble que dans le cas de la raison, dès que l'on quitte son niveau d'application logique et des procédures discursives spécifiques qu'elle met en œuvre, on ne se trouve pas en face d'une réalité qui puisse être exprimée. La raison ne cesse de se rassembler à travers la diversité de ses figures, tout en sachant qu'une hypothétique structure signifiante est elle-même non figurable. La raison n'est pas figurable. En transgressant l'immédiateté des procédures de production du sens, dans quel domaine de la réalité la raison pénètre-t-elle alors? Le dynamisme créateur de la raison échappe à ses propres produits. Il n'est décelable qu'à travers ceux-ci, mais il ne leur est pas réductible. Nous sommes, dit Ladrière, dans la clarté, mais en même temps dans l'énigme. Alors, n'y aurait-il pas une sorte de risque de retomber dans un discours irrationnel? La démarche spéculative n'est pas irrationnelle car elle s'appuie sur le langage et en particulier sur l'élément logique en lui. Mais cette démarche ne semble pas pouvoir non plus être explicitée sous la forme d'un raisonnement, ou intégralement en tout cas, sous la forme d'un raisonnement. C'est pourquoi le spéculatif apparaît comme une tâche qui se réalise à l'intérieur même du langage sans pouvoir être thématisé définitivement. Et cela est normal, car le langage, dans la perspective de Ladrière, dit le monde. Or, il semblerait que l'on se situe ici à sa limite, et du monde et du langage. Dans le langage vient à s'exprimer l'intelligibilité du monde, le comment du monde. Mais ce que le spéculatif cherche à dire est ce qui fait le monde comme monde. Il n'est pas facile de saisir ici ce dont il est question. Bien sûr, l'homme a toujours cherché à se comprendre. L'une des caractéristiques de l'être humain est de posséder cette capacité à se saisir de son existence et à la dire sous la forme d'un discours articulé. L'entreprise de justification et de clarification ne concerne pas seulement la science, mais l'éthique également. Un comportement éthique ou moral, c'est un comportement qui peut justement rendre raison de lui-même. Il y a donc un pouvoir naturel de clarté en l'homme. Et c'est la parole qui en est la manifestation la plus immédiate. Le problème consiste ici en ce que la lumière, qui révèle l'existence à elle-même, et en même temps son appartenance au monde et ce monde lui-même, doit en quelque sorte s'éclairer elle-même. On retombe ici dans une sorte de dilemme à la Munchausen.
Néanmoins, la reconnaissance de la limite appartient encore et toujours pour la Drière au discours. Il n'y a d'indication que depuis le lieu du langage. La limite n'en est pas le bord extérieur, mais intérieur. À nouveau, la Drière nous invite à quitter une conception du spéculatif comme révélation de choses cachées. La tentative spéculative ne vise pas à manifester l'instance cachée qui serait comme le fondement rationnel du discours. En se plaçant à la limite, il s'agit de manifester ce fait qu'il y a l'autoproduction du discours et la nécessité interne de ses configurations. On se souvient que pour Wittgenstein, du moins dans le Tractatus, Wittgenstein c'est une des sources principales de la Drière, pour Wittgenstein dans le Tractatus, le langage décrit la totalité du monde. La proposition est l'image d'un état de choses. Ce qui ne peut être dit, que Wittgenstein appelle le mystique, est le fait qu'il y a un monde. Cet il y a ne peut être dit. Or, à suivre la Drière, ce simple constat qu'il y ait une production discursive, qui peut d'ailleurs faire retour sur elle-même pour se formaliser, et que les configurations qu'elle crée correspondent à une forme de nécessité qui lui est imposée, eh bien, ce constat est déjà une sorte de pli à l'intérieur du fonctionnement normal du discours. Ce fait est déjà lui-même un constat, donc au sens propre du langage. Le spéculatif ne se situe pas à l'extérieur du langage. Il n'est pas, dit la Drière, un point extérieur au monde, tant de point de vue de Sirius. Il n'y a certes pas de monstration possible de la limite, à moins de s'installer à un point de vue absolu qui serait délié d'avec le monde, mais il est possible de l'indiquer. Ce geste, comme le soutient la Drière, n'est en fait que la prise de conscience d'un caractère interne de la démarche discursive. C'est toujours dans l'assurance même de ce qu'il accomplit, dans la clarté qu'il fait venir sur les choses et dans l'évidence dont il s'accompagne, que le discours devient pour lui-même une énigme. L'étage spéculatif dans l'édifice de la raison désigne l'espace d'élévation du discours dans sa propre effectuation. Je cite ici la Drière, « Depuis toujours, le discours se tient dans une sorte de suspens incessant, dans l'imminence toujours conjurée de son arrêt, dans l'attente toujours différée d'une élucidation définitive et totale. » Fin de citation. La pensée spéculative n'est autre que la reconnaissance de cette situation. Le dire s'étonne de lui-même parce qu'il trouve son anticipation, son horizon au-delà de lui-même. Ce n'est pas la réalité dans toute sa totalité qui étonne, mais qu'il y ait en elle du disciple. C'est ce que nous allons explorer à présent. On l'aura compris, la pensée spéculative vient à la suite d'un processus auquel elle appartient de part en part. Elle est immergée dans les pratiques discursives, et si elle peut se développer, c'est toujours dans l'écart difficile qu'elle tente de creuser entre la raison et ses productions. Je le répète, la pensée spéculative est tout à la fois archéologique et énologique. L'unité de la raison n'est accessible qu'à procéder à un travail de déchiffrement de ces figures. Or, si la Drière suggère que le monde est en perpétuelle genèse de lui-même, il n'en reste pas moins que ce qui s'y produit répond à des régularités partielles qui rend l'univers intelligible et explicable jusqu'à un certain point. Ce sont ces régularités que la science a pour tâche de mettre en évidence. Or, ces régularités relèvent, pour la Drière, d'un processus d'ensemble que l'on pourrait définir comme une succession orientée d'interactions. Le monde désigne dès lors l'ensemble des correspondances possibles entre l'ordre de la manifestation d'une part et la pluralité des discours qui la disent d'autre part. La figure du monde est donnée pour autant qu'elle puisse être réactualisée dans l'ordre du discours. Mais cette figure est toujours déjà en train d'émerger. Elle ne peut donc être circonscrite aux mots qui tentent de la manifester. Il y a, on le voit, une ambiguïté du concept de figure chez la Drière, du côté du monde et pourtant déjà embrigadée dans le langage. Je m'avance peut-être, mais j'oserais dire que le monde devient monde, scientifique, historique, existentiel, dès lors qu'il y a reprise discursive, et par conséquent sensée, avec un S, de l'intelligible dont il est porteur.
La nature, les faits sociaux et éthiques ou existentiels font partie du monde dès lors qu'ils se manifestent ou se révèlent dans l'ordre pluriel du discours. La figure est ce qui unit cette double perspective, tout autant dans les mots et dans les choses. C'est pourquoi Ladrière ose affirmer que la science constitue à la fois le prolongement et la rupture par rapport à la réalité cosmique. En décrivant les processus naturels, le discours scientifique les réfléchit en lui. Ladrière va même jusqu'à parler d'achèvement dans cette reprise de l'ordre cosmique tout entier. Si je fais ces distinctions, c'est parce que je veux insister sur le fait que pour Ladrière, il y a une affinité profonde entre la nature, l'histoire et l'existence. Elles sont toutes les trois, à leur degré et dans leur capacité propre, la manifestation de la raison. Ladrière ne dirait pas que ces trois réalités sont de part en part rationnelles ou rationalisables. Ce serait le cas si, par exemple, Ladrière concevait la raison comme le mouvement d'autorévélation de lui-même, le mouvement d'autorévélation d'elle-même. Il existe pour Ladrière du non-sens, des aberrations, des actes injustifiés. Tout ce qui est réel n'est pas rationnel, pour reprendre de manière tronquée la formule de Hegel. Il ne faut pas associer la raison à une sorte de logique implacable qui s'appliquerait dans tous les domaines. Ce que veut mettre en lumière Ladrière, c'est l'intelligible dans les choses. L'intelligible équivaut à du sens en puissance, dont l'actualisation se réalise dans le langage. Cet intelligible indique un domaine de sens possible ou virtuel. Ce qui veut dire que si on connaissait la raison comme attitude, c'est-à-dire comme une démarche rationnelle qui coïncide avec un certain nombre de critères, eh bien, on découvre que la raison englobe aussi, si on veut, le registre des choses. C'est parce qu'il y a déjà de l'intelligible dans les faits qui composent le cosmos, l'histoire et l'existence, que son assomption, sa reprise discursive est possible. Je cite à nouveau Ladrière. « L'intelligibilité qui est dans la vision ou dans le projet qui se réalise, elle est en réalité inscrite dans les choses mêmes comme le principe de leur constitution. Et si nous pouvons nous retrouver nous-mêmes au milieu du monde, c'est parce qu'il y a une correspondance préétablie entre un pouvoir qui est en nous et cette constitution des choses, en telle sorte que la lumière naturelle que nous croyons découvrir en nous est en réalité la clarté même qui rend possible la manifestation du monde et accompagne sa venue jusqu'à nous. » Fin de citation. Parce que cette clarté, pour reprendre la métaphore de Ladrière pour parler de l'intelligible, accompagne la manifestation du monde jusqu'à nous, le monde étant ici entendu dans le triple sens de naturel, scientifique, historique et existentiel, il n'y a pas de contrainte de l'intelligible sur le domaine du sens. Il faudrait plutôt parler d'une sorte de coopération. L'intelligible suggère ou suscite sa reprise discursive, il ne l'impose pas. On verra mieux ce que cela signifie quand on abordera en fin de parcours le concept de créativité. La raison ouvre l'intelligence au monde de l'intelligible. Cet intelligible devient du sens dès lors qu'il se trouve embrigadé dans le discours, et donc on pourrait dire que le sens est de l'intelligible objectivé dans le langage. Certes, dit Ladrière, c'est souvent armé du concept que nous allons à l'expérience, mais, précise Ladrière, s'il y a du sens, c'est parce qu'il y a déjà de l'intelligible. Donc on n'est pas vraiment dans un registre kantien, parce que les métaphores ici pourraient le suggérer, notamment aussi l'idée de coopération, mais en fait on est dans un réalisme, si on veut, pour le dire vite. Alors une tentation serait de considérer l'intelligible et le sens comme se trouvant en vis-à-vis l'un de l'autre, l'un attendant sa reprise discursive, tandis que l'autre s'inquiète de la meilleure forme à lui donner. L'intelligible et le sens ne se regardent pas comme deux chiens de faïence. Alors on pourrait dire qu'il y a dialectique entre l'intelligible et le sens. Mais dialectique n'est sans doute pas encore un terme suffisamment fort pour Ladrière. Dans une prose empreinte de romantisme, Ladrière semble aller encore plus loin. Je cite ici ce très beau passage. « Peut-être y a-t-il entre les choses et les formes, entre les noms et les figures, entre les signes et les substances, une circulation incessante,
une symbolisation réciproque, universelle et permanente, qui n'est elle-même que la figuration opératoire de cette sourde et puissante germination, dont la poussée créatrice soulève irrésistiblement, comme une invincible marée, les hiérarchies cosmiques, les vertus célestes et telluriques, les multitudes stellaires et galaxiques, les arborescences de la biosphère, les interrogations méditatives de la pensée, et jusqu'au tourbillonnement processionnaire des signes impérissables de la Mathesis universalis. Fin de citation. Alors, habitué à des textes mesurés et prudents chez La Drière, ce passage, une sombre puissance poétique, pour prendre une expression de Guillaume de Stex, nous ouvre à une sorte de vitalisme du sens. La raison devient ce courant de sens par lequel l'être en totalité est innervé. Les métaphores de la circulation, de la germination, de la poussée créatrice et de la marée insistent sur l'aspect vitaliste, si pas organique, de la dynamique de la raison. On a affaire ici à une vie du sens au sens propre. Entre l'intelligible et le sens, il y a participation à un même courant de vie. Dans un passage métaphoriquement similaire, La Drière écrit, je cite, que la vie universelle, comme genèse absolue de toutes les formes, de tous les phénomènes et de toutes les significations, est en elle-même activité constituante. Fin de citation. Et donc cette activité constituante, elle se déploie à travers les registres de l'intelligible, dans le réel et du langage qui le dit. Alors cette métaphore organique, vitaliste, presque, elle est aussi déjà présente chez Platon, par exemple dans le Timée, où on retrouve cette idée du cosmos comme grand vivant. À mon avis, La Drière s'inscrit dans cette perspective. La puissance universelle de constitution, selon la manière dont La Drière définit l'entreprise multiforme de la raison, n'est cependant qu'un aspect de la définition. Il ne faut pas oublier cet autre aspect, tout aussi primordial, que la raison est un système toujours en devenir de ses propres effectuations. Inutile dès lors de se mettre en quête de la source d'où jaillirait la raison. Or, que signifie ce devenir ? Quelle est la portée de la métaphore d'un élan rationnel que l'on oserait qualifier de vital ? La circulation continue entre l'intelligible et le sens suggère une parenté entre l'un et l'autre pôle de la raison. Cette parenté, La Drière l'exprime dans la formule d'historicité de la nature, une formule qu'il introduit dans un texte consacré à Ricoeur. Je pense que c'est tant cosmologique et tant historique, qui est un texte qui paraît dans les études phénoménologiques en 1990. La base de la réflexion de La Drière est d'abord une sorte de constat. Le discours cosmologique, plus exactement cosmogénique, reconstitue l'histoire des éléments dont est fait le corps de chaque être humain. Il y a donc une forme de solidarité, pour le dire vite, entre le corps humain et le cosmos. Après tout, on peut légitimement penser que l'histoire du cosmos, dit La Drière, fait partie de l'histoire de l'homme. Le passé de l'univers nous concerne au premier chef. S'il avait été différent, dit La Drière, l'Homo sapiens n'existerait tout simplement pas. La contingence de l'univers peut donc être rattachée à celle du fait humain. Je cite à nouveau La Drière, « L'historicité de la nature étant par le fait même incorporée dans la constitution de la temporalité proprement humaine. » Cela veut dire que l'historicité cosmique prépare l'historicité proprement humaine. Bien sûr, le discours scientifique n'est pas narratif. Le discours scientifique ne nous décrit pas une histoire, disons, n'est pas dans le registre de la narration comme ce serait le cas dans un roman. Le discours cosmologique n'est pas un mythe, une cosmogonie moderne. Cependant, on peut conclure que le devenir de la nature fait apparaître un type spécifique d'historicité et que c'est à l'intérieur de cette historicité, faite d'un enchaînement hautement complexe de péripéties créatrices et destructrices, que l'histoire humaine vient s'enchasser. De même, c'est à l'intérieur de cette historicité des sciences humaines que se déploie
l'historicité spécifique d'une existence singulière, que La Drieère appelle l'historicité de l'action. Alors, dans tout ça, ce que veut mettre en lumière La Drieère, c'est le lien profond qui unit la nature à l'histoire et aussi à l'existence. C'est pourquoi La Drieère, en réalité, fait le pari de les lire dans une conceptualité unique. Alors La Drieère fait un pas de plus dans la compréhension du lien qui unit ces trois ordres. Il y a, dit-il, une articulation entre ces trois formes d'historicité que l'on pourrait comprendre comme une relation d'implication. L'histoire de la raison présuppose celle des sociétés humaines, de même que celle-ci présuppose celle de la nature. Et cette relation d'implication pour La Drieère est également une relation d'intégration. Alors, pourquoi l'historicité ? Eh bien, l'historicité sert à La Drieère de cadre de compréhension pour mettre en scène l'analogie qui unit les trois ordres de la réalité. En effet, l'historicité est définie par La Drieère comme une trame d'événements qui se portent en quelque sorte les uns les autres, mais dont chacun ajoute sa propre part d'originalité à ceux qui l'ont précédé. L'historicité est, en d'autres termes, un mouvement d'apparition de l'inédit, ce qui implique la présence de ruptures, d'instauration, d'actes créateurs, de moments de création et de destruction. Ce processus ne décrit pas uniquement l'histoire humaine, on le découvre également dans le temps cosmique. Ce temps cosmique n'a rien d'un temps uniforme et réversible, indifférent à l'allure des phénomènes qui s'y déroulent. Il est au contraire un temps, une temporalité, ouvert aux possibilités. Il y a donc une dimension événementielle, tout aussi bien au niveau de l'histoire humaine qu'au niveau de l'histoire cosmique. Par conséquent, la notion d'événement, qui désigne l'occurrence d'un nouvel état de choses, peut s'appliquer autant à l'histoire humaine qu'au devenir du cosmos. Cela veut dire que la vie du tout n'est pas l'unique répétition du même. Certes, dans l'univers, il y a des lois, donc la reproduction de phénomènes à l'identique, mais ce n'est là, affirme La Drieère, je le cite, que le fond sur la base duquel a lieu cette autoconstitution du cosmos. Fin de citation. L'histoire cosmique est donc elle aussi constituée par un enchaînement d'événements. Cette événementialité se manifeste de manière insigne dans ce que La Drieère appelle les moments d'émergence, c'est-à-dire quand apparaissent des formes tout à fait originaires et tout à fait nouvelles de réalité. Et La Drieère en cite trois: la matière, sous la forme des particules élémentaires, la vie et la conscience. Trois événements, trois moments d'émergence dans l'historicité propre de l'univers. La notion d'événement sert à exprimer de façon remarquable cette correspondance entre la structure du cosmos ou de la nature et celle de l'histoire humaine. Il y a une dimension événementielle, dit La Drieère, dans le déploiement concret du monde et singulièrement dans celui de l'existence. Mais c'est à la condition de la penser dans sa signification analogique que la notion d'événement apparaît pertinente pour ces trois ordres. Cependant, cette analogie, elle est à considérer au sens fort et pas comme une simple image. Le modèle de l'action ou de l'histoire humaine sert de source à la création, au postulat de cette analogie, mais celle-ci devient pertinente car ces lieux d'application ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Ils sont en communication, si l'on veut. C'est pourquoi La Drieère peut étendre le concept d'historicité à la nature. En dépit du fait que les ordres du réel ne peuvent pas être repliés l'un sur l'autre, de même que les discours qui les disent, la correspondance n'en est pas moins fondée ontologiquement. Les articulations de l'intelligible, et non pas encore du sens, entre la nature, l'histoire et l'existence participent d'un même mouvement. Et le concept d'événement permet de lire unanimement ces différents ordres ontologiques que sont la nature et l'histoire, parce que en chaque ordre, en réalité, se manifeste la puissance créatrice de la raison. Alors, deux remarques succinctes. Premièrement, La Drieère
identifie souvent d'un côté la réalité cosmique et d'un autre côté la réalité humaine, ce qui peut faire songer qu'il y ait deux ordres de réalité. En fait, il y a trois ordres majeurs dans la réalité ouverte à l'événement: la nature, l'histoire et l'existence. Deuxième remarque, il y aurait encore à caractériser l'événement comme émergence quand il se déploie dans l'ordre naturel, comme liberté quand il concerne la création culturelle et institutionnelle, et comme décision quand il concerne l'ordre existentiel. Donc, si vous voulez, la notion d'événement, c'est un peu la base conceptuelle, mais ce concept se décline en fonction de l'ordre de réalité auquel il est appliqué. Donc, des ordres de réalité qui ne se replient pas les uns sur les autres, des discours qui les disent, qui ne se replient pas non plus les uns sur les autres. La Drière insiste beaucoup sur la singularité des discours scientifiques. On ne peut pas les replier, on ne peut pas replier le discours théologique sur le discours de la physique. Il n'y a pas de concordisme chez la Drière, donc il y a véritablement un respect pour les régimes discursifs. Mais, et c'est là le niveau spéculatif, il y a une conceptualité qui permet de faire le lien, l'analogie entre non seulement ces différents types de discours, mais surtout entre ce dont ils parlent, tout en sachant très bien qu'on a besoin du discours pour atteindre justement à l'objet dont parle le discours. Voilà. Donc une conceptualité unique, celle d'événement, et qui se décline, si on veut, alors en fonction de l'ordre de réalité que l'on étudie. La Drière résume cette triple manifestation de l'événement de la façon suivante. L'émergence révèle, fait venir au jour des potentialités non encore manifestes, donc dans la nature, dans le cosmos. L'action historique transforme le réseau de signification, et la rencontre d'autrui vient bouleverser une existence. Science, politique et éthique, trois registres où l'événement est pensé. Dans l'ordre de la discussion, on pourra revenir sur quelques exemples. Alors, comment décrire de façon plus précise cette notion d'événement? L'événement consiste en une coupure dans un état de choses déjà donné. Cette coupure introduit une discontinuité, car de cet état de choses donné, elle en fait apparaître deux. Par cette coupure, une temporalité est en jeu. Une temporalité spécifique à l'ordre de la réalité concernée. Toutefois, cet événement ne peut être saisi en lui-même. Il est, affirme la Drière, insaisissable, pur passage. Il n'est pas lui-même un état de choses, mais plutôt une transition, un entre-deux qui tout à la fois sépare et unit les états qu'il fait apparaître. Si vous prenez le cas d'un événement historique comme la Révolution française, à quel moment vous situez la Révolution? À quel moment la révolte devient une révolution? En fait, vous ne pouvez pas le situer, cet événement. C'est un passage. On ne peut pas indiquer précisément sur la ligne du temps, ah ben voilà, à ce moment-là, c'est la révolution qui est en marche. On ne peut pas le situer. La révolution, elle est déjà là, virtuellement, mais elle n'est pas encore une potentialité manifestée. C'est la suite des événements qui va permettre justement qu'a posteriori, on pourra qualifier un événement historique comme une révolte, la prise de la Bastille, voilà, comme une révolution. Vous voyez? D'ailleurs, quand c'est Delacroix qui peint la liberté guidant le peuple, ben, cette liberté, elle est censée représenter cet événement de la Révolution, qui est en soi irreprésentable. Parce que la liberté guidant le peuple, en fait, on devrait se passer de l'image de la liberté. Mais si on se passe de l'image de la liberté qui représente picturalement cette révolution, ben en fait, Delacroix en fait, ne ferait que peindre un mouvement de foule, une révolte, pas la révolution. Vous voyez? Donc il y a une sorte d'irreprésentable dans l'événement. C'est pour ça que la Drière peut dire il est pur passage. Donc l'événement provoque du nouveau dans le cours du devenir, pensez à la Révolution française. Il instaure une différence dans le cours de la réalité. L'état postérieur à l'événement n'est pas le simple prolongement de l'état antérieur. Si en réalité les termes de postérieur et d'antérieur peuvent convenir dans ce cas, puisque précisément on a affaire à une coupure. Alors cette apparition de la nouveauté dans tous les ordres de la réalité
est le trait typique de l'événement. Cette nouveauté ne se produit pas ex nihilo, elle consiste essentiellement pour la Drière en une nouvelle distribution de possibilités objectives. Ces déterminations sont virtuellement présentes dans un état de choses, et c'est précisément l'événement qui va les faire venir à l'être. Il y a donc un ancrage de détermination dans leurs conditions d'apparition. Et l'événement marque ce passage, ce lien, mais toujours fugitif, entre ce qui précède et l'altérité en train de naître. Alors nous nous acheminons progressivement vers l'idée de création, ou à mon avis plus précisément de créativité, qui est une idée charriée justement par celle d'événement. Pour la Drière, l'événement, parce qu'il fait entrer dans la réalité visible des modalités d'être qui ne sont pas réductibles à de simples effets de complexité, sans quoi il n'y aurait pas de nouveauté, suggère la présence d'une force organisatrice sous l'apparence du schème conceptuel de la créativité. C'est ce qu'on retrouvait avec la métaphore de la vie du sens. Cette créativité est, dit la Drière, l'énergie interne de la manifestation, la trace dans la réalité visible d'une énergie créatrice. Au fond, l'étonnement devant le monde qui peut se dire et qui se dit, ne concerne pas tant ce fait qu'il y a le monde, mais qu'il y a de la créativité dans le monde, et ce, dans tous les ordres de réalité. Alors, comment nommer cette force ? Il y a pour la Drière un saut conceptuel qui ne relève pas de la philosophie, même de la métaphysique. C'est un peu le côté kierkegaardien de la Drière. Pour la Drière, ce saut du fait de pouvoir nommer justement cette force créatrice dans l'univers, c'est le saut de la foi. Un saut qui relève d'une décision personnelle, la réponse à un appel qui nous est adressé depuis notre existence singulière. En ce sens, la créativité que la Drière voit à l'œuvre dans le champ de l'être n'est pas loin du concept théologique de création. Mais à nouveau, ces deux concepts ne se rabattent pas l'un sur l'autre. Même si, à mon avis, le concept de créativité pour la Drière, il le dit d'ailleurs lui-même, peut permettre une meilleure compréhension en réalité du concept de création lui-même. Pas parce que le concept de créativité serait la vérité du concept de création, mais parce qu'en fait, il nous permet d'en saisir un autre aspect. Toutefois, s'il y a analogie, il n'y a pas recoupement donc entre l'un et l'autre, entre la création et la créativité. La Drière ne pense pas une origine de la création, mais une créativité originaire. Une créativité originaire qui est toujours là. Et cette créativité, pour reprendre les termes de la Drière, ici à la limite du poétique, cette créativité originaire est la pulsation de l'événementialité polyphonique du réel. Je vous remercie pour votre attention.